Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on transforme Marie lentement mais sûrement en fangirl de Kyle MacLachlan. C'est vrai. Salut, moi c'est Marie et j'aimerais bien savoir qui a tué Laura Palmer. Ah, t'es pas la seule, je crois. Et moi c'est Anaïs et j'ai une théorie. Je pense que Marie et Dale Cooper sont la même personne. Ah bon? Pourquoi? Parce que tu es très bonne enquêtrice. Merci. Et tu as un pouvoir de déduction assez impressionnant. Et tu es aussi très optimiste de manière générale. Donc, plus je regarde la série, en fait, plus je me dis, mais je retrouve beaucoup de Marie en Dale Cooper. Et inversement. Et je le prends comme un compliment. Et alors, du coup, tu veux me transformer en une fangirl de moi-même? Peut-être. Mais je le suis déjà. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Cette semaine, on a regardé le premier épisode de la saison 2 de Twin Peaks. Et Marie est surexcitée sur sa chaise. Oui. Marie, tu avais entendu dire que la saison 2 était totalement différente de la première et aussi que le meurtre serait résolu dans cet épisode. Oui, alors pour l'instant, elle est totalement identique à la première puisque le meurtre n'est toujours pas résolu. On va voir ce que tu as pensé de ce début de saison, mais avant ça, Marie, on va écouter les prédictions que tu avais faites pour l'épisode que l'on vient de voir. Précédemment dans Annie. Déjà, sur Cooper, je pense qu'il n'est pas mort, très clairement, vu que c'est le héros de cette... Peut-être qu'après, c'est un fantôme. Je ne sais pas qui lui a tiré dessus, peut-être le Chinois qui est sur son étage. Je ne connais pas sa nationalité, je suis désolée. Mais, enfin bon, je ne sais pas qui c'est, mais c'est ma théorie. Et bon, je vais dire que c'est Leland qui a tué sa fille, même si, en vrai, je pense que c'est sûrement... Léo ou Ben Horn ou quelque chose comme ça. Si je dois faire des prédictions, Shelley et Catherine s'en sont sortis. Je pense que Peter va peut-être pas se sortir du feu. Pete, je pense qu'il va peut-être s'en sortir, mais avec des séquelles, quoi. Est-ce que tu penses que le père d'Audrey va coucher avec elle? Bah non, quand même. Ça va. Ça va, tu t'en sors pas trop mal? Oui. Comme toujours, Marie, tu nous as préparé un petit résumé. Alors en 1 minute, est-ce que tu peux me dire ce qu'il s'est passé dans cet épisode d'une durée exceptionnelle d'1h30? Cooper baigne dans son sang pendant 8 heures parce que l'hôtel de Ben Horn embauche des mecs qui devraient être en EHPAD. Andy perd ses dernières 3 neurones en se prenant une planche en pleine tête. Audrey se fait quasi violer par son père avant d'être séquestrée dans un bordel et c'est même pas une intrigue secondaire en fait, c'est genre une intrigue tertiaire pendant cet épisode. C'est vrai. Et tout le monde l'oublie. Genre, Cooper ne mérite pas Audrey, là. Vraiment, j'étais très, très déçue par lui, même si, bon, il a vécu des trucs un peu difficiles. Ouais, il est un peu occupé, quand même. Oui, il est en train de se vider de son sang. Leland a lu que les cheveux blancs étaient très à la mode dans le dernier Vogue et il s'est fait une petite teinture. Et il se lance aussi dans sa nouvelle carrière sur Broadway. Laura voulait mourir, encore une fois, on nous le répète. Il y avait un 3e homme à la cabane. J'ai une petite théorie, on en parlera après. Mais surtout, j'avais raison, Nadine a perdu son œil à cause de Big Ed. Nadine and I, we went up to my dad's old cabin up in Eagle Pass, honeymoon. And you know, by golly, I shot out Nadine's eye on that honeymoon. Ah, j'en étais sûre! What do you mean, Ed? Well, the first day we were hunting pheasant. Nadine's a crack shot, and we already had a couple of birds. Je suis trop forte! I felt good shooting. Wow! Ouais, je suis trop forte! I fired. Regarde la tête Skipped off a rock and caught Nadine square in the eye. Marie, tu es effectivement très fan de toi-même. Mais je reconnais que vraiment, tu es très observatrice et là, encore une fois, ça a payé. Bah là, c'était même pas de l'observation, c'était de la déduction. De la déduction. Oui, parce que pourquoi il resterait avec Nadine toutes ces années, en fait? Il faut un peu de culpabilité. Est-ce que tu as des questions cette semaine? J'ai plusieurs questions. Comme d'hab. Tout d'abord, combien d'animaux ont été tués pour décorer les murs de cette ville? Je veux savoir. Parce que c'est vraiment beaucoup, quoi. C'est vrai. C'est quoi la marque de shampoing de repousse de Donna? Parce qu'elle a gagné 30 cm de cheveux en 8 heures, à peu près. Il y a quelque chose de mystérieux dans les bois, on nous a dit. Donc c'est peut-être ça qui fait pousser les cheveux de Donna. Quoi? C'est très con comme... Comment est-ce que Maddie va voir si elle veut plus porter ses lunettes? Je pense qu'il y avait déjà des lentilles en 1990. Je suis pas sûre, je veux pas trop m'avancer. Elle l'a fait de façon hyper dramatique, genre je veux plus jamais les porter. J'étais là, il faut déjà qu'elle se fasse une prescription pour des lentilles. Enfin, c'est toute une histoire. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais tu t'attaches à certains faits et au réalisme de certains faits dans Twin Peaks. Ça n'augure rien de bon pour la suite. Pourquoi est-ce qu'ils boivent tous du lait le soir avant de dormir? Est-ce qu'ils ont tous 8 ans? Et comment est-ce que leur système digestif tolère une telle agression, en fait? En même temps, ils mangent que des donuts et de la nourriture frite. Et bon, enfin, la dernière question. Qui a tué Laura Palmer? Merde, quoi. Je veux vraiment savoir, j'en ai marre. Excellente question, Marie. Bon, je vais te le dire. Non, je rigole.
On commence avec la scène d'ouverture de ce premier épisode de la saison 2 où l'on découvre Cooper donc en sang dans sa chambre. Il s'est fait tirer dessus par une personne mystérieuse. Il s'est fait tirer 3 balles dessus et une des balles est passée en dessous de son gilet pare-balles. Donc tu pensais que le gilet avait tout arrêté, mais en fait, il n'est pas en forme. Non, et ça m'a beaucoup choqué. Agent Cooper, it's Andy. Can you hear me? Andy, il est pas très rapide. Oh non! Are you all right? Ah mais parce que là, il avait le gilet et pas là. Agent Cooper. Encore mes pouvoirs d'observation. Incroyable. Exactement. Je suis impressionnée. Alors, le truc qui est fou quand même, je dois dire, avec cette scène, c'est que j'avais vraiment peur que tu la trouves insupportable. Et en fait, pas du tout, t'as kiffé. Mais en fait, c'est une scène de comédie et j'aime beaucoup la comédie. Et c'est vrai que quand Twin Peaks part dans la comédie, en plus, c'est un peu du comique d'absurde. Ça me fait beaucoup rire en règle générale. Je suis bon public pour ça. Et là, c'est vrai qu'en fait, Cooper baigne dans son sang. Et il y a un vieux serveur qui vient lui ramener du lait chaud, qui le voit baigner dans son sang, mais qui calcule pas du tout. Et Cooper lui dit d'appeler un médecin. Et il raccroche le téléphone au lieu de le faire. Et puis après, il lui demande un pourboire. Et après, il revient, il ressort, il rentre. Mais il est hyper lent et il comprend rien, quoi. Et il est à moitié sourd. Donc, c'est ça. C'est très répétitif. Et j'ai vraiment adoré cette scène, en fait. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh! Incroyable! Waouh, merci d'avoir amené cette série dans ma vie. Ouais, vraiment. Une des meilleures scènes que j'ai jamais vues à la télé, je crois. Mais je me demande, pourquoi tu pensais que j'allais la trouver insupportable? C'est marrant. Dans mes notes, j'ai même écrit, à ce moment-là, « Elle kiffe », 2 points d'interrogation. C'est vraiment, je comprenais pas pourquoi t'étais tellement à fond. Parce que c'est un des trucs qui m'a toujours fait peur avec ta découverte de Twin Peaks. C'est que, tu commences à le comprendre, David Lynch adore tester la patience de son public et pousser l'absurde vraiment à son maximum. Et là, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au lieu de paniquer et de dire « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'appelle de l'aide tout de suite, etc. » Le vieux monsieur, juste, il n'arrête pas de dire à Cooper « I heard about you. Je vous connais, je vous ai déjà vu. » Et après, il repart dans le couloir et il revient et il lui fait un pouce en l'air. Donc, en fait, on a une scène qui est vraiment poussée dans une absurdité la plus totale et qui est assez éprouvante parce que ça dure 5, 6, 7 minutes. C'est très, très long, surtout que c'est la première scène de l'ouverture du season premiere que tout le monde attendait. En plus, on en reparlera, mais il y avait une grosse anticipation sur cet épisode. Et là, ouvrir comme ça, c'est quand même un peu du trolling de la part de David Lynch. Et je me disais, connaissant ton impatience légendaire, j'étais pas sûre que tu apprécies le fait d'être testé comme ça et poussé dans tes retranchements avec une scène pareille. Là, c'est pas comme s'il nous donnait rien, en fait. C'est pas une scène où il ne se passe rien. C'est une scène très drôle. Parce que justement, il y en a un qui baigne dans son sang. Et l'autre qui est complètement à l'ouest. Donc c'est un peu dark déjà comme humour et surtout c'est très absurde. Et donc la scène pour moi, évidemment qu'elle joue avec nos nerfs, mais comme elle le fait avec énormément d'humour, c'est hyper satisfaisant en fait. Ah non mais franchement, je suis trop contente. Et alors, on est déjà quand même à un niveau d'absurde assez élevé, mais ça s'arrête pas là, puisque ensuite, Cooper a une hallucination, ou en tout cas, il a une vision. Et là, il voit un géant, il a une vision d'un géant qui est le géant du titre, May the Giant Be With You. Ça m'angoisse. Ah, mais il revient en fantôme? Ah non, c'est qui ça? C'est un géant. Il y avait un nain, maintenant il y a un géant. Bon, je suis peut-être un peu trop avancée sur tes talents de déduction. Donc, ce qui se passe, c'est que ce géant apparaît devant Cooper. Il est effectivement très, très, très géant. Et il lui dit, d'une voix très profonde, « I will tell you 3 things. » Je vais vous dire 3 choses. La première, c'est qu'il y a un homme dans un sac qui sourit. La deuxième, c'est que « The owls are not what they seem ». Les hiboux ne sont pas ce qu'on croit. Et la troisième chose, c'est que sans produits chimiques, il se montre. Tout à fait. Comment tu comprends cette scène? Je ne la comprends pas. Très clairement. Le premier truc qui m'obsédait en fait en regardant cette scène, c'est que je me demandais où j'avais vu ce géant. Et en fait, après, j'y ai repensé. Il joue aussi dans La Famille Addams. C'est le majordome de La Famille Addams. Voilà, très important. Mais comment je comprends cette scène? Alors, le sac qui sourit, on le voit après. Il y a quelqu'un qui est emporté dans un sac qui sourit. Je me souviens plus qui c'était d'ailleurs. C'est Jacques Renaud qui est amené à la morgue dans un sac. Le sac est lavé, il est pendu. Et quand le sac pend, ça forme la forme d'un sourire. Et donc, Cooper se dit, c'est le fameux sac qui sourit. D'accord. C'était quoi le deuxième indice? C'était les hiboux ne sont pas ce qu'on pense. Alors ça...
Écoute, je sais pas. Mais peut-être que c'est des aigles. Mais en fait, il y avait déjà la Log Lady qui disait que les hiboux nous écoutent. Donc peut-être que... Il se passe un truc avec les hiboux. Dans la forêt, oui. Je ne sais pas quoi. Ce qu'on sait, c'est que en gros, le géant donne des indices à Cooper, un peu comme le rêve qu'il avait fait dans la saison 1. On ne sait pas vraiment quels sont ces indices, comment les comprendre, est-ce que ça va aboutir à quelque chose, mais en tout cas, voilà, encore une fois, au lieu d'aller à l'hôpital, juste il a une apparition d'un géant. Voilà, normal. Pour la minute théorie du complot, il y a un petit moment dans cette scène où le serveur qui amène le lait chaud à Cooper revient pour lui dire « The milk will get cool on you. » Votre lait va refroidir. Il est vraiment beaucoup plus préoccupé par l'état du lait que par l'état de Cooper. À ton avis, que symbolise cette scène ? Alors, vraiment, j'ai réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai rien, quoi. Enfin, j'ai vraiment rien sur le lait qui va refroidir. Et je pense juste que cet homme est très préoccupé par son métier de serveur, mais beaucoup moins si préoccupé qu'il ne se préoccupe de rien d'autre, en fait. Voilà. C'est possible. Mais toi, c'est quoi ton interprétation ? Eh ben moi, je pense que quand quelqu'un mène une enquête, on dit parfois que la piste refroidit. Waouh. Et je pense que ce monsieur qui dit qu'il connaît Cooper, donc il a un lien avec lui, on ne comprend pas exactement quel est ce lien, mais il dit « je vous ai déjà vu, je vous connais ». J'ai entendu parler de vous. Voilà, j'ai entendu parler de vous. Peut-être qu'il essaye aussi de lui dire, un peu comme toi, Marie, « Mec, dépêche-toi, on aimerait bien savoir qui a tué Laura Palmer, ta piste devient froide. Dépêche-toi pour résoudre l'enquête. » Ah, ok. Mais enfin bon, s'il veut vraiment qu'il se dépêche, il faudrait peut-être qu'il l'aide avant. C'est vrai. Ça, je dirais. À part ça, Leland, tu l'as dit, qui a tué Jack Renault dans le final de la saison 1 parce qu'il pensait que Jack avait tué Laura, est en vrillage complet. Ouais. Et notamment dans la première scène de Leland dans cet épisode, on découvre que du jour au lendemain, ses cheveux sont devenus totalement blancs. Aussi, il se met à chanter tout le temps. Oh là là. Oh là là! Oh là là, le corps. Waouh. Chante bien, hein, bravo. Le deuxième oh là là, c'est quand j'ai découvert les cheveux blancs. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu la réaction de sa femme aussi, Sarah Palmer, qui est là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et elle commence à paniquer. Sa femme, elle le calculait plus depuis des semaines, elle en pouvait plus de lui. Et là, vraiment, quand elle voit ses cheveux blancs, elle se dit oh là là, il faut que je m'inquiète, quoi. C'est clair. Et il chante beaucoup puisqu'il rechante cette chanson. Oh, moi aussi. Quand il va voir Ben Horn et son frère Jerry, ils se mettent tous à danser et à chanter parce que eux, pareil, ils se disent bon, clairement, on a perdu Leland, donc autant y aller. Avec voilà. Et il y a notamment une scène qui t'a traumatisée dans cet épisode, c'est le dîner de l'enfer où Leland et Sarah sont invités chez les Hayward. Chez le meurtrier. Voilà. Chez les parents de Donna. Et la petite sœur de Donna commence à jouer du piano. Les petites sœurs de Donna sont insupportables. Déjà, comment elles se la jouent ? Moi, je les adore. C'est vraiment des premières de la classe. J'ai eu 20 en maths, comme mes deux autres sœurs. Et d'ailleurs, j'ai été élue meilleure machin. Mais pourquoi elle a besoin de faire un speech comme ça pour dire ça aux parents de la fille qui vient de mourir, quoi ? Moi, je faisais pareil. Alors, j'avais pas des parents dont la fille venait de mourir. On te laissait t'exprimer devant tout le monde lors des dîners avec des amis. Grave, je faisais des spectacles toute seule pendant que mes parents dînaient avec leurs potes. Je disais, j'ai préparé pour vous une chorégraphie. Je vais interpréter maintenant Bootylicious de Destiny's Child pour vous. Avec une chorégraphie pensée par moi-même. Oui, véridique à 100%. Sérieusement ? Et tes parents, ils te disaient pas d'arrêter ? Bah non, ils m'en regardaient pas. Ils continuaient à manger leur fromage, ils disaient ignorez-la, c'est pas grave. Ça explique tellement de choses. J'aime l'attention. Voilà, donc je comprends parfaitement les petites sœurs de Donna. Et donc, à un moment, il y en a une qui récite un poème sur Laura qui est morte, ce qui est un peu déprimant. Et donc, Leland, il dit « Non, mais il faut être heureux, il faut être joyeux. » Voilà, c'est bon, il dit qu'il a passé un cap avec ses cheveux blancs. C'est bon, son deuil commence à prendre un autre tournant. Et il se lève et il se met à chanter aussi. Quoi ? Je suis désolée, je t'imagine en train de danser sur Bootylicious. J'en avais une aussi sur Eternal Flame. On a perdu Marie. Demain, elle va se réveiller avec les cheveux blancs. Désolée. Ok, c'est bon. Donc, Leland se met à chanter, encore une fois. Et là, il chante Get Happy. Et ça t'a vraiment traumatisé. God, I feel like singing.
That'd be very nice. No, I really feel like singing a song. Oh non. Non mais Leland, non. Et elle, l'autre, elle est encore en train de jouer du piano, ils sont en train de manger, elle joue toujours du piano derrière, mais qu'est-ce qui se passe? Forget your troubles and just get happy. You gotta pack all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Ça y est, je vais vraiment faire un cauchemar en fait. Ça va vraiment. Lord is waiting to take your hand. Sing hallelujah, come on, get happy. We're going to that promised land. Non mais c'est pas drôle, c'est hyper flippant les gens. Wash your sins away in the time. Tu peux vraiment pas les saquer, les pauvres. Non mais le mec il est en train de faire une crise cardiaque devant eux et elles sont là. Ça va? En plus, littéralement, il va pas bien, hein. C'est très évident, mais elle sourit toute pendant qu'il chante son Get Happy. En plus, le truc, c'est quand même, il choisit des chansons, c'est genre des comptines enfantines ou des trucs de Broadway où il dit « Soyez joyeux ». Ouais. Ça m'a fait penser à un épisode de Buffy qui est culte et qui s'appelle « Once More With Feeling ». Et c'est l'épisode de comédie musicale de Buffy et dedans, il y a un démon qui force les gens à chanter et à danser jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement, en fait. Et vraiment, pour moi, Leland, c'était ça, quoi. Enfin, C'est pas, c'est un crossover. Hein. c'est clair. Quand j'ai vu ça, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a un côté, encore une fois, un humour très, très dark, mais c'est très, très cringe, quoi. Enfin, ça met vraiment mal à l'aise et t'as juste envie de lui faire un câlin et de lui dire d'arrêter parce que ça fait beaucoup, beaucoup de peine. Et en plus, je dois avouer que moi, un des trucs qui me fait le plus peur dans les films et dans la vie, c'est la folie. C'est en fait de perdre pied. Et par exemple, dans Requiem for a Dream, l'intrigue qui me fait le plus peur, c'est la mère qui devient folle. Et là, vraiment, Leland, c'est ça, quoi. Tu sens qu'il perd complètement pied et c'est hyper angoissant. Ouais. Petit fun fact, il y a un lien entre Twin Peaks et l'univers du musical. D'ailleurs, quand Leland se met à danser avec Ben Horne dans le bureau, c'est amusant car Richard Beymer, qui joue Ben Horne, jouait le rôle principal dans West Side Story. Et d'ailleurs, il jouait dans West Side Story avec son acolyte Russ Tamblyn, qui joue Dr. Jacoby dans Twin Peaks et qui jouait son meilleur ami dans West Side Story. Voilà. Donc, quand il se met à faire des claquettes sur son bureau, il a un ça petit... se voit, ça se voit que... Voilà. Laura Palmer. I know who killed Laura Palmer. Alors, tu avais une théorie la semaine dernière sur Leland, qui serait peut-être le meurtrier de Laura. Tu as changé de théorie cette semaine? Ouais. J'ai une nouvelle théorie, parce qu'il en faut une toutes les semaines. Allez. C'est que Jerry, en fait, le frère de Ben, est peut-être le troisième homme qui était à la cabane. Quand j'essaie de réfléchir à qui ça peut être, je vois pas forcément Ben aller là-bas, parce que ça serait un peu le premier suspect, parce qu'on le bâtit vraiment comme un espèce de démon quand on le voit. Ouais. Hein. En fait, je le vois pas aller dans une cabane pour participer à ça avec Léo. Enfin, je le Il sens... va pas se salir, lui, en fait. Exactement. Ouais. Il a déjà un bordel, il a accès à toutes les filles qu'il veut. Il se salit, mais de façon morale, mais dans un cadre très protégé, quoi. Ouais. Je le vois pas du tout aller là-dedans, tandis que son frère, oui, beaucoup plus aventureux, avec la nourriture comme avec le reste. C'est vrai. Et en fait, je l'ai jamais soupçonné parce qu'il est rentré de l'étranger dans le premier épisode ou le deuxième épisode. Mais quand son frère lui dit la fille de Leland est morte, il fait un peu comme si il s'en foutait. Il est là, ah, et la fille de Leland est morte, ok. Et je me demande en fait, parce qu'il est quand même lié à cet univers, aussi, Laura a dit que le mec en question allumait son feu, quoi. Enfin, light her fire. On le voit, lui, donner de la drogue à la patronne du bordel. Et Laura consommait de la drogue aussi. Donc, je me demande si c'est pas aussi ça, le feu métaphorique. Enfin, ça peut être sexuel aussi. Mais du coup, c'est vrai que Jerry, il est un peu suspect pour moi à l'heure qu'il est. Ok, Voilà. nouveau suspect. Mais ma plus grande théorie, en fait, on va l'entendre. Au final, je pense que l'intrigue, elle est pas importante. Qui a tué Laura Palmer, c'est pas vraiment important. C'est pas le sujet de cette série, en fait. Même si c'est la question que tout le monde connaît. Tu vois ce que je veux dire? T'as eu un breakthrough. Non, parce que je me suis dit, il y a rien qui sera vraiment... Enfin, ça va sûrement pas être satisfaisant comme réponse, mais en fait, c'est pas not the point. Bon, désolé pour les bruits de bouche, on mangeait un Szechuanais, mais... mais en fait, je me dis que de toute façon, le meurtre de Laura Palmer est une excuse pour rentrer dans l'univers de Twin Peaks et pour explorer certaines dynamiques, mais que le plus important, c'est pas vraiment qui a tué Laura Palmer, même si ironiquement, c'est la phrase que tout le monde connaît. C'est pas la destination, c'est le voyage. Voilà. Très bien dit.
Tu parlais de Ronette Pulaski dans l'épisode précédent en disant qu'on la voyait pas beaucoup. Là, l'épisode, au bout d'1h30, se termine sur des scènes vraiment flippantes à l'hôpital avec Ronette Pulaski qui se réveille de son coma, enfin, et elle a une apparition horrible de Bob en train de tuer Laura. Et c'est sur ça que se conclut l'épisode. Oui, c'est vrai qu'en fait, le premier suspect, là, de plus évidence, c'est Bob. Mais bon, on le connaît pas, donc on l'a jamais vu dans la vraie vie. Donc, pour moi, au bout d'un moment, non, quoi. On va t'entendre, tu as trouvé ces scènes très flippantes. Ça devient flippant un peu, hein. Waouh. Autant le début de l'épisode prenait son temps, autant la fin, c'est dynamique. On y va, quoi. Moi, je trouve ces scènes traumatisantes. Pour décrire aussi visuellement ce qui se passe, on voit Bob qui tue Laura et on voit Laura avec les dents en fait ensanglantées qui hurle. Et c'est vraiment des images totalement horrifiques. Vous l'entendez aussi au son, c'est violent, quoi. Alors, tu n'aimais pas l'idée que Léo soit le tueur parce que tu trouvais que c'était un peu trop évident. Maintenant, tu n'aimes pas l'idée que Bob serait le tueur. Non, alors pour moi, dans un whodunit, donc dans une intrigue policière traditionnelle, que ce soit aussi bien littéraire qu'au cinéma ou que dans les séries, ça peut pas être quelqu'un qu'on connaît pas, qui est importé, qui ne fait pas partie de l'univers qui a été développé. C'est vraiment pas satisfaisant, je trouve, comme résultat. Mais d'ailleurs, je pense pas que ce soit le cas. Peut-être que ça l'est, ce serait très surprenant, et ça rejoindrait ce que j'ai dit sur le fait qu'en fait, qui a tué Laura Palmer, c'est pas forcément le plus intéressant. Moi, je pense que les deux, Ronette et Laura, étaient sous l'influence de substances au moment du meurtre, et que peut-être qu'en fait, ce Bob, il représente quelqu'un d'autre, quoi. Il incarne une figure un peu maléfique qui est le meurtrier, mais qui lui ressemble pas vraiment dans la vraie vie. D'accord. C'est la seule manière dont je l'explique, parce que si c'est lui, c'est naze. Je voulais faire un petit point sur l'attente justement que le public avait par rapport à la résolution de ce meurtre et par rapport à l'arrivée de la saison 2 de manière générale. Il faut savoir que à ce moment-là, on est en 1990. C'est juste du jamais vu d'avoir un mystère comme ça qui n'est toujours pas résolu après une saison entière. Un des plus grands mystères de l'histoire de la télé en comparaison, c'était qui a tiré sur JR dans Dallas. À titre de comparaison, là, ça n'avait duré que 4 épisodes avant qu'ils révèlent ce qui s'était véritablement passé. Du coup, il y avait une énorme anticipation parce que les gens se disaient c'est pas possible, il faut absolument savoir qui a tué Laura Palmer. Et il y avait à ce moment-là vraiment un phénomène culturel autour de Twin Peaks. En 1990, on est un peu au pic du succès de la série. Déjà, avant même que la série commence, il y avait un buzz autour du pilote, mais sa sortie a été décalée plusieurs fois, ce qui fait qu'au moment où il a été diffusé, il y avait déjà une attente énorme autour, sachant qu'en plus, David Lynch et Mark Frost avaient déjà tous les deux une carrière, donc ils étaient un petit peu connus, et ils ont tous les deux raconté que c'était du jamais vu de lancer un pilote avec des attentes énormes comme ça, et que ça leur a foutu une pression sur les épaules assez démesurée. Et donc, quand le pilote a enfin été diffusé, tout le monde l'attendait. Il y avait 36 millions de téléspectateurs qui ont regardé le pilote, c'était énorme. Il y en avait beaucoup moins à la fin de la saison 1, il y en avait 18 millions. Parce que les gens commençaient déjà à perdre patience, en fait, parce que vraiment, c'était incroyable de ne toujours pas avoir résolu le meurtre. Et avec les scènes de rêve, tout ça, les gens commençaient un peu à décrocher. Et en 1990, entre les deux saisons, là, on est vraiment dans une frénésie totale. David Lynch a fait la couverture de Time Magazine. Il a été surnommé le tsar du bizarre. Et il y avait à ce moment-là plein de produits dérivés Twin Peaks qui étaient vendus. Il y avait des t-shirts parfumés au café. Il y avait des burks. Voilà, il y avait des mugs, des figurines d'action, des posters, des tote bags, des bijoux. Enfin, il y avait vraiment plein de choses qui étaient vendues à l'époque. Et surtout, le plus gros produit qui a été créé entre ces deux saisons, c'est le livre Le journal secret de Laura Palmer. Je connais 2 personnes qui l'ont lu sans avoir jamais vu la série. C'est vrai ? Ouais. Le livre a été écrit par la fille de David Lynch et elle s'est beaucoup inspirée de ce qu'elle avait observé en fait sur leur travail sur la série. Le livre ne résout pas évidemment le meurtre, Ce mais serait quand même voilà, c'est clair, l'anticlimax. Mais Lynch a dit à l'époque, sans doute pour troller, si vous êtes vraiment attentif, vous trouverez dedans tous les signes qui indiquent qui a tué Laura Palmer. Et le livre a fini quand même 4e dans la liste des best-sellers du New York Times. Donc c'était un énorme succès. La veille de la diffusion de cet épisode qu'on vient de voir, le premier épisode de la saison 2,
Kyle MacLachlan était le host de SNL la veille du début de la saison 2 et c'était l'ouverture de Saturday Night Live de la saison le 29 septembre. Il y a eu un sketch sur Twin Peaks, évidemment, donc ça montre un peu à quel point Twin Peaks était implanté dans la pop culture à ce moment-là. Et le soir de la diffusion de ce premier épisode, apparemment, il y a un supermarché à Los Angeles qui a été en rupture de stock de tarte à la cerise. Voilà, il y avait plein de gens qui se déguisaient déjà. C'était le Game of Thrones de l'époque. Quoi. Exactement, c'est ça. Il y avait des gens qui se déguisaient en Audrey pour Halloween, d'autres qui se déguisaient en Cooper. Enfin, c'était vraiment un gros phénomène. Et donc, l'attente autour de ce premier épisode était énorme. Et ça a commencé avec le vieux monsieur qui, pendant 5 minutes, lui dit « Je vous connais, je vous ai déjà vu et votre lait va refroidir. » Donc, comme tu peux l'imaginer, les gens étaient comme toi. Ils se disaient « Ok, mais bordel, qui a tué Laura Palmer ? On en a rien à foutre de ce vieux monsieur. » Voilà, donc il y avait une frustration quand même de plus en plus importante dans le public. Et on en reparlera par la suite. On s'éloigne un peu de l'enquête et on passe aux intrigues plus fun. Il y a notamment Albert, notre flic préféré, qui revient avec, encore une fois, les meilleures répliques de cet épisode. Albert, where does this attitude of general unpleasantness come from? I'll have to get back to you on that. Well, if you don't want 2 black guys on a regular basis, I suggest you make some kind of peace with rural life. Great. After the square dance, maybe we can all take a hayride. Oui, j'adore Albert. Vraiment, le premier épisode où il était venu, je l'avais trouvé un petit peu trop, tu vois. Enfin, il était tellement méchant et comme on découvrait encore la ville, c'était un peu violent, quoi. Mais là, vraiment, quel bonheur. Et la dernière fois, dans le dernier épisode, j'avais dit, il y a des hommes soit moraux et très bons, soit des hommes vraiment mauvais. Et là, Albert, il est du bon côté, très clairement. C'est pas un... C'est un gentil. Oui, c'est pas un meurtrier. Au niveau moral, tu sens qu'il est aligné, il est droit, quoi, mais il est méchant. Et du coup, c'est vraiment cool d'avoir un personnage comme ça parce que ça, il a un petit peu plus de profondeur et ça met un peu de peps justement dans le camp des gentils, quoi. Et d'ailleurs, il joue un rôle que je trouve, moi, personnellement savoureux dans une scène que j'attendais depuis très longtemps. C'est à l'hôpital, l'origin story du triangle amoureux Ed, Norma, Nadine. Donc, on l'a dit la dernière fois, Nadine est dans le coma parce qu'elle a fait une tentative de suicide. La pauvre. Ouais, pauvre Nadine. Elle est dans le coma, Ed est à son chevet et en attendant, il commence un peu à déprimer et il raconte à Cooper l'histoire de lui et Nadine où en fait, il dit qu'il était en couple avec Norma au lycée, qu'il y a eu un jour où ils se sont un peu disputés. Norma est partie avec Hank et lui, il était tellement déprimé, il pensait qu'elle l'avait abandonné. Il est tombé sur Nadine et il a eu un petit crush pour elle. Non, il a dit qu'elle avait l'air tellement vulnérable, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc... Ouais, elle était gentille et elle était dingue de lui parce qu'elle n'était pas du tout populaire, voilà, contrairement à lui et Norma. Il a passé toute la nuit avec elle, ils ont beaucoup bu et en fait, à un moment, ils ont décidé de se marier, un peu bourrés. Finalement, le lendemain, il commence à regretter, à se dire qu'il ne devrait pas faire ça, mais il a peur de briser le cœur de Nadine. Et Norma, elle, revient de sa nuit avec Hank où finalement, il ne s'est rien passé. Elle est dévastée par le fait qu'au final, c'est Ed qui l'a trahi. Et qui s'est mariée quand même en son absence, alors qu'elle était partie juste pour une nuit. Et depuis, ils vivent un peu avec cette espèce de culpabilité à 3 où il s'est rien passé, mais personne n'est vraiment heureux dans l'histoire. Lui, il est avec Nadine alors qu'il préférait être avec Norma. Norma s'est sentie trahie, du coup, elle s'est mise avec Hank. Et Nadine paye les pots cassés de tout ça. She never cried. She never blamed me. She never hated me for it. A couple of months later, Norma married Hank. So I don't believe in fate. You make your bed, you sleep in it. Ce qui est génial, c'est que pendant toute cette scène, pendant qu'il raconte tout ça, il y a Albert qui est de l'autre côté de la pièce en train d'écouter toute l'histoire. Et à un moment, Ed, tu l'as dit au début de l'épisode, raconte que c'est à ce moment-là qu'il a blessé Nadine. Ils sont partis à la chasse et elle s'est pris un éclat de balle dans l'œil. Et Albert est mort de rire pendant que Ed raconte ce qui est le plus grand traumatisme de sa vie. Et c'est vraiment très drôle. Et en plus, ça confirme effectivement que ta théorie était bonne sur la culpabilité que nourrit Ed à l'égard de Nadine. Est-ce que cette scène t'a fait changer d'opinion sur Ed ou tu le détestes toujours autant ? Je le déteste pas, il sert juste à rien, quoi. Enfin, le mec, vraiment, c'est un lâche. Juste assume tes choix et tes décisions. Il traîne 2 femmes malheureuses dans son sillon parce qu'il a pris des décisions de merde. En plus, c'est un chasseur. Non seulement il chasse, mais en plus, il sait pas viser. Il enlève un œil à sa meuf. Enfin, vraiment... À un moment, tu m'as demandé si j'étais team Nadine ou team Norma. Je suis team les deux, quoi, les pauvres. Juste, j'aimerais bien qu'elles construisent leur vie hors de cet homme, enfin loin de cet homme qui ne leur apporte rien de bon et qui ne mérite pas leur amour parce qu'il ressemble à rien et qu'il n'est pas très intelligent en plus.
J'adore. Moi, je l'ai toujours vu comme quelqu'un qui, au final, malgré cette connerie de jeunesse, a essayé de faire le bon choix depuis, c'est-à-dire qu'il reste avec Nadine. Alors certes, ça rend personne très heureux, mais disons que en fait, au lieu de s'éclater avec Norma, tu vois, on the side, il est clairement torturé par toute cette histoire. Et lui et Norma parlent plusieurs fois dans la série du fait qu'ils aimeraient se retrouver, mais ils peuvent pas parce que c'est pas juste de faire ça à Nadine. Non, mais je comprends l'argument, c'est-à-dire que du coup, il respecte les vœux de son mariage ou je sais pas quoi, mais c'est pire. Quand tu aimes quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça, Nadine, peut-être qu'elle est déséquilibrée depuis le début, mais c'est juste, je pense aussi que son état mental est totalement lié à la façon dont son mari la traite. Même s'il est gentil, quand tu sens que t'es pas aimé par quelqu'un, c'est horrible. Et il vaut mieux être honnête envers quelqu'un plutôt que de la traîner dans une relation où tu ne l'aimes pas et tu restes avec elle par devoir. Tu es en train de me faire changer d'avis sur Ed, que j'ai toujours beaucoup aimé, mais sans trop réfléchir au-delà de ça. C'est un lâche. Il y a aussi Donna qui rend visite à James en prison et elle se croit dans Invitation to Love. Elle met les anciennes lunettes de soleil de Laura et elle parle un peu comme ça. Elle se prend pour une meuf hyper sulfureuse et elle arrive en fumant dans la prison. Elle est insupportable. Elle est insupportable. Je déteste ces scènes. Et d'ailleurs, tu avais une très bonne analyse de ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Ah, mais j'ai compris. Elle fait ça parce qu'elle voit sa réaction à chaque fois qu'il voit Laura ou une meuf, enfin Maddie qui ressemble à Laura, donc elle fait un complexe parce qu'elle a l'impression d'être une trop gentille fille et que ce qu'il aimait chez Laura c'était son côté un peu et c'est pour ça qu'elle a demandé les lunettes de soleil quoi. C'est naze. Ouais, bah après, je je comprends. Elle veut être une bad girl, mais c'est vrai que c'est risible, en fait, parce que elle le fait très mal. Après, c'est volontairement écrit comme ça. Hein. C'est drôle dans la série, mais c'est naze dans leur relation. Enfin, j'en peux plus d'eux, en fait. Et James, en même temps, ça correspond à son partenaire, parce que James se prend aussi pour un bad boy, un motard avec son espèce de perfecto, alors qu'il est juste nul, quoi. J'ai tellement hâte que tu vois la suite. Et enfin, dans cet épisode, on a aussi vu une de mes scènes préférées de toute la série. J'ai pas compris. Et à un moment, je regarde un truc, je me tourne, analyse et en pleure. J'adore cette scène et à chaque fois que je la revois, même là, je me remets à pleurer, je sais pas pourquoi. Daddy issues, quoi. My son was standing there. He was happy and carefree. Clearly living a life of deep harmony and joy. We embraced, a warm and loving embrace. Nothing was held. We were in this moment. One. Tu pleures? Je pleure tout le temps dans cette scène. Wish you nothing but the very best in all things. J'ai pas compris. Alors, j'explique ce qui se passe dans cette scène. On est au diner et le père de Bobby, qui est un homme militaire, on ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais qui est très strict, on a quand même vu gifler Bobby au tout début de la série, l'invite à s'asseoir avec lui et il lui dit « Fils, j'aimerais te raconter quelque chose. » Fils, viens par ici. Il lui raconte qu'il a eu, non pas un rêve, il fait la distinction, et ça, encore une fois, on sent David Lynch qui est là « Non, non, non. Un rêve et une vision, ce n'est pas la même chose. » Donc il dit « J'ai pas fait un rêve, mais une vision. » Et là, il commence à lui raconter qu'il était dans une villa, enfin, ça part très loin dans les détails immobiliers de ce qui se passe dans sa vision. Et Bobby le regarde un peu comme toi devant cette scène. Il est là, ok, qu'est-ce que tu me racontes? Et plus ça progresse, plus la musique devient très belle. Enfin, moi, je trouve cette musique absolument géniale et je pense que c'est aussi ça qui m'émeut beaucoup. Et son père lui dit, en fait, t'étais là, t'étais devant la porte de cette grande maison et on s'est embrassés tous les deux, on s'est pris dans les bras et on ne faisait qu'un. Et j'ai des frissons en le racontant. Et je me suis réveillée et j'ai ressenti un optimisme profond en l'avenir et j'ai su que tout se passerait bien pour mon fils. Et là, Bobby se met à pleurer et je trouve ça mais absolument bouleversant. Je pense que la raison pour laquelle ça me touche autant, c'est parce que justement, c'est un homme militaire très froid qui, jusqu'à présent, n'avait pas exprimé trop d'émotions et il n'a pas une très bonne relation avec Bobby. Et là, en fait, c'est un peu le moment où, grâce à cette vision, ils trouvent un moyen d'exprimer leur amour l'un envers l'autre. Bobby, lui aussi, est en larmes parce que on a l'impression que c'est la première fois qu'il réalise que son père l'aime, en fait. Et moi, je trouve ça vraiment super beau. C'est marrant parce que quand tu le décris comme ça, oui, je trouve que conceptuellement, c'est très beau. Et c'est émouvant, mais devant la scène, ça m'a laissé complètement impassible. C'est peut-être parce que tu pleurais à côté de moi aussi. C'est possible. Parce que parfois, quand on a quelqu'un qui pleure à côté de soi, je le sais parce qu'en règle générale, je suis la personne qui pleure à côté des gens et ils me le disent. Ça empêche
empêche un peu les autres de vivre leurs propres émotions. Ouais, après, je pense aussi que moi, la première fois que j'ai vu cette scène, je m'en souviens même plus parce que c'était il y a très longtemps, ça m'était un peu passé au-dessus et c'est à force de revoir la série que cette scène a vraiment fini par me bouleverser. Et c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire que, comme toi, quand elle avait vu par exemple les scènes du pilote où les parents de Laura apprennent sa mort, qu'elle avait trouvé ça ridicule comme toi, et qu'en la revoyant plus tard, elle était bouleversée comme moi, parce que moi, ces scènes-là me font pleurer. Que tu t'attaches au personnage et tu voilà. le découvres. Et que tu comprends un peu mieux aussi toutes les dynamiques et la manière dont Lynch fonctionne en fait et dont Twin Peaks fonctionne. Peut-être que si un jour tu revois cette scène-là, elle suscitera un peu plus d'émotion chez toi. Parce que moi, je sais que c'est vraiment l'accumulation des revisionnages qui fait aussi que maintenant, je me mets à pleurer dès que cette scène commence, alors que objectivement, je comprends qu'elle n'est pas si touchante que ça, mais je la trouve très très belle et très poétique. Il faut aussi parler de ton duo préféré. Oui. Évidemment, Audrey et Cooper. Audrey est toujours coincée au One Night Jacks. Et d'ailleurs, j'aimerais signaler encore que quand tu parlais la dernière fois du côté un peu conte de fées, là, son père arrive dans la pièce et on découvre un peu ce qui va se passer. Il fait une référence aux 3 petits cochons. En fait, il lui dit « Je vais souffler très fort la prochaine fois et tu vas t'envoler, etc. » Enfin, il dit « I will huff and I will puff ». Donc, tu avais très bien senti ce côté conte de fées tordu. Merci. Donc cette affaire est résolue finalement sans que Audrey et son père soient confrontés l'un à l'autre. Heureusement. Ouais, puisque Audrey se cache tout de suite derrière un masque. Il reconnaît pas visiblement la voix de sa fille. Elle est confrontée à son père. Lui n'est pas confronté à sa fille. Voilà, c'est ça. Elle vit quand même un truc atroce puisque justement il lui dit « Ah, mais tu sais comment... aguicher un homme. Voilà, tu sais comment éveiller mon intérêt. Je reviendrai la prochaine fois. Ouh, je t'aime bien, t'es coquine. » Et finalement, il part parce qu'on l'appelle sur une urgence et il ne se rend pas compte qu'il est en train de draguer sa propre fille. Mais surtout, tu étais très frustrée puisque non seulement Audrey est toujours au One Night Jacks, elle n'a pas croisé Cooper là-bas, mais en plus, Cooper n'a toujours pas trouvé le mot qu'elle avait laissé dans sa chambre dans l'épisode précédent. Et alors, Audrey se retrouve à la fin donc séquestrée dans ce bordel et elle parle toute seule, la pauvre. Ça me fait de la peine. Special agent. Elle dit my special. Tu vois vraiment que c'est une espèce d'adolescente complètement amoureuse, quoi. Bah oui. Et elle est en train de dire mon agent spécial, j'espère que tu peux m'entendre, machin. Et elle lui parle en fait comme s'il était là alors qu'il n'entend pas du tout. Et ça m'a rendue folle. Special agent. Special agent. Special agent. And if there's any way in the world that you can hear me right now, please help. Bon, c'est pas possible, il voit des nains, il voit des géants, mais il n'entend pas là. Comment il l'entendrait? La logique de Twin Peaks ne fonctionne pas exactement comme tu aimerais. Non, exactement. Ceci dit, je pense qu'au réveil, il va s'en souvenir. Avec une bonne nuit de sommeil, il va se réveiller parce qu'en plus, le géant est venu le voir une deuxième fois et il lui a dit qu'il avait oublié quelque chose. Donc, je pense qu'il va s'en souvenir parce que sinon, il la mérite vraiment pas. Et d'ailleurs, je me suis dit que moi, je serais elle, si j'étais abandonnée comme ça, je développerais peut-être une certaine rage et que peut-être que ça va se retourner contre Cooper. Peut-être que elle va pas rester son amie, en fait. Moi, j'ai noté que effectivement, elle veut devenir agent secret maintenant, comme lui. Elle a envie de l'aider dans ses enquêtes et c'est vraiment, tu sais, quand t'es à fond sur un mec et que tu veux changer toute ta vie et t'es là, ouais, non, mais en fait, j'adore le football américain. C'est clair. Le nombre de matchs de basket que j'ai vu dans ma vie pour cette raison. C'est clair. On va passer au MVP. Marie, qui est ton MVP de cette semaine? Ah, mon MVP, c'est Albert. Il est vraiment très, très marrant et qu'il apporte quelque chose à la série. Et toi, c'est qui? Moi, mon MVP, c'est le mec ou la meuf qui a tiré sur Cooper et qui a réussi à tuer une tique en même temps. Parce que Cooper avait une tique sur son ventre et la balle a arrêté la tique, mais a aussi blessé Cooper. La meilleure réplique? C'est une réplique d'Albert. On va l'entendre. Elle est en 2 parties. Là, on va entendre juste ma réaction à la première partie et je parlerai de la deuxième après. Andy, how's the nose? Not a mark on it, only blood squirted out. Where do they keep his water dish? Albert. Où est-ce que vous gardez sa gamelle? Voilà, en fait, ils sont au commissariat, il y a Andy qui arrive. On demande à Andy s'il va mieux parce qu'il s'est pris une planche dans la tronche. Il dit oui, tout va bien, aucune fracture, il n'y a que du sang qui a coulé. Et Albert le regarde et dit où est-ce que vous gardez sa gamelle? Et un peu plus tard, Andy, dans la même conversation, donne une information qui sert à l'enquête. Et Albert le regarde et lui fait ouf.
Et ça, c'était génial. Il Mais en est plus, incroyablement ouais. méchant. Exactement. Et la façon dont il le dit, en plus, est assez jouissive. Et toi? Alors moi, c'est un petit monologue de Cooper quand il est au sol au début de l'épisode et qu'il est en train d'avoir plein de regrets sur sa vie parce qu'il pense qu'il va mourir. Et il pense à toutes les choses qu'il aimerait faire et notamment faire l'amour à une belle femme, etc. Pour laquelle il ressent vraiment de l'affection. Exactement. J'ai trouvé ça... Ouais, très beau, encore une fois. Et ma partie préférée, c'est quand il dit I would like to climb a tall hill, not too tall. J'aimerais gravir une grande colline, mais pas trop grande. On s'est dit, pendant le visionnage, on s'est dit que c'était nous quand on fait de la randonnée. Exactement. Une montagne haute, mais pas trop haute. Et après, il dit j'aimerais m'asseoir sur l'herbe et elle serait fraîche, mais pas trop fraîche. Il est vraiment génial, ce couple. On passe aux prédictions. Marie, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans les prochains épisodes? J'espère qu'on va savoir qui a tué Laura Palmer. Vraiment, j'espère là. Je pense que c'est Jerry qui l'a tué. On va découvrir ça, que c'était lui le troisième homme. Je pense que Leland va commencer une carrière sur Broadway. Je pense que... J'espère que Cooper va aller chercher Audrey quand même, qu'il soit un peu à la hauteur. Et puis voilà. On a 2 personnages qui manquent à l'appel dans cet épisode, c'est Josie et Catherine. Ouais, Josie, elle me manque pas. Hein. Je comprends. Elle est chiante. Par contre, Catherine, je l'adore maintenant. Donc ouais, et on sait pas trop, est-ce que tu as une théorie sur ce qui leur est arrivé, puisque là, on les voit pas. La dernière fois qu'on les a vus, Catherine, elle était dans la scierie en flammes. Josie était plus ou moins mêlée à l'incendie de la scierie, mais là, on sait pas ce qui se passe avec elle. Bon, Josie, elle s'est barrée pour faire profil bas pendant quelques temps, mais elle va revenir. Je pense pas qu'elle soit morte, Catherine. Je pense que Catherine, elle est résistante. Je pense qu'elle prépare sa vengeance. Parfait. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira les 2 épisodes suivants, donc l'épisode 2 et 3 de la saison 2 de Twin Peaks. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Je vous promets, il est vraiment bien, écoutez-le. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. C'est très important pour nous, s'il vous plaît, faites-le. Et vous pouvez aussi nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, si vous avez une tique sur le ventre, ne vous grattez pas parce que vous risquez de vous faire tirer dessus. Très bon conseil. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Marie, quelles sont tes notes cette semaine? Premier point, il y a de nouveau un homme asiatique dans cet épisode qui, je suppose, est censé être le même parce que c'est un peu étrange qu'on ait vu un homme asiatique rentrer dans une chambre de l'hôtel et qu'on ait fait un gros plan sur lui à ce moment-là dans le dernier épisode et que là on revoit un autre homme asiatique, un homme asiatique passer un coup de fil dans l'hôtel, sauf qu'il n'est pas joué par le même acteur. Lui, je ne sais pas quel est son rôle, mais il y a quand même quelque chose qui se trame autour de lui parce qu'il essaie de joindre Josie. Il y a comme un poisson dans le percolateur, j'ai envie de dire. Dale Cooper qui se préoccupe du pourboire alors qu'il est gisant dans son sang sur le sol et qu'en plus c'est pour donner un pourboire à un mec qui vient de raccrocher le téléphone et de ne pas appeler les urgences. C'est clair. C'est magnifique. Et en plus, un des trucs qu'il voudrait faire, c'est d'être plus gentil. J'étais mais t'es déjà tellement gentil. C'est vrai. Ah, j'ai adoré l'échange avec le géant où il lui dit d'où vous venez et il lui dit d'où je viens, c'est pas la question, c'est où vous êtes allé la question. Il lui met un petit stop, il lève la main comme ça, il a mec t'inquiète. Je suis un géant, pose pas trop de questions non plus. Maddie voit une tache sur la moquette, enfin sur le tapis de Leland et de Sarah. J'ai essayé de trouver la forme de la tache. Franchement, je vois rien. C'est juste une tache, mais apparemment elle est terrifiante. Peut-être qu'elle est hyper maniaque juste. Retour du manchot. C'est vrai. Qui dit qu'il vient vendre des chaussures et qu'il avait rendez-vous avec le shérif pour vendre des chaussures. Je sais pas si c'est vrai, ça. J'ai noté Bobby, c'est tellement un soft boy. Oui. Moi, c'est aussi pour ça, je pense que cette scène m'émeut, c'est parce que c'est un de mes archétypes préférés. C'est le bad boy du lycée qui, en fait, est hypersensible.
J'adore. Mon Dieu, ça Et mon présage rien de deuxième bon. archétype préféré, c'est les pères. Donc, vraiment, dans cette scène, il y a tout. J'ai mis, ils viennent de perdre leur fille et ils doivent écouter l'autre parler de ses notes au contrôle de maths et d'anglais. Ah oui, je voulais qu'on parle un peu de la mise en scène, justement, de cette scène-là. Parce que c'est filmé caméra à l'épaule et il y a un truc un peu angoissant, justement. Enfin, la scène du dîner avec les parents de Donna. La mise en scène est très intéressante. Et il y a un moment, ils sont assis, on dirait un peu qu'ils sont comme dans la scène, parce qu'ils sont assis tous du même côté de la table et tout ça. Mais il y a quelque chose de très oppressant dans la façon dont c'est filmé, en fait. Ouais, la caméra tournoie autour d'eux et puis vraiment, on a l'impression qu'elle est déstabilisée, quoi. Ça change un petit peu de hauteur plusieurs fois au fil de la scène. Il y a une scène où Andy se prend une planche en bois dans la tête et en fait... J'adore cette scène. Il passe genre les 5 prochaines minutes à basculer de droite à gauche et ses jambes sont écartées. On dirait qu'il est en seconde en danse classique mais en plié, quoi. En plus, l'acteur est très très grand, donc Voilà. il a toujours un air un peu... Et du coup, il se balade d'un côté et de l'autre et il a l'air complètement ahuri. Je me dis, il faut lui faire un IRM, quoi, parce que ça va pas du tout. C'est clair. On va pas trouver grand-chose, je pense, dedans. Mais... Non, c'est clair. Bah voilà, super.